Aujourd'hui, on est clairement dans un monde extrêmement complexe. Et le métier du gérant doit pouvoir gérer en fonction d'un sous-jacent le risque, le cycle et le marché. N'investissez pas dans des choses que vous ne comprenez pas. Ce qui fait notre métier, c'est la confiance. Et non pas acheter un produit comme ça sur Internet sans savoir ce que c'est, comment ça fonctionne, etc. Bienvenue dans Amenka Talk, une série de vidéos où on renverse les codes. On accueille un conseiller en gestion de patrimoine pour discuter, échanger, pas d'interview, pas de langue de bois, uniquement de la vision et de la conviction. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Stéphane Glavinaz. Bonjour Stéphane. Bonjour Mansour. Alors Stéphane, tu es le gérant fondateur de la compagnie océanienne de gestion privée, la COGEP, Exactement. qui est basée à Tahiti, Nouméa, la Polynésie française, le plus grand territoire français. Donc société qui s'occupe de la gestion de patrimoine, de l'organisation patrimoniale, on en parlera, mais également avec une filiale dans l'immobilier sur l'achat, vente, location. Stéphane, petite question cocasse. Comment un jeune de 18, 19 ans va faire son service militaire au paradis et reste au paradis et devient gestionnaire de patrimoine? C'est affaire de coup de cœur, d'aventure et d'opportunité. En fait, alors 18 un peu plus, 22. D'accord. 22, Bon, ça reste assez jeune. 22, 23, ça reste effectivement assez jeune. Je venais juste de finir un cycle d'études en école de commerce à Paris. Et donc, je pars faire mon service militaire à Tahiti. Et là, j'ai un vrai coup de cœur. Je fais mon temps de service militaire. Et pendant ce temps-là, en fait, tout s'est écroulé sur l'autel du lagon et de la gentillesse des Polynésiens. Et donc, j'ai décidé d'y rester un petit peu, c'est-à-dire quelques mois, voire 1 à 2 ans, le temps de visiter cet immense territoire, comme tu le disais à l'instant, puisque c'est quand même 5 millions de kilomètres carrés. Wow. C'est énorme. Il ne faut peut-être pas en parler trop en ce moment, parce que ça peut attirer des convoitises. Et donc, je me suis dit, je vais rester un peu, et puis je vais visiter, parce que On n'y revient jamais, finalement. C'est magnifique. Si, j'ai vu des gens quitter la Polynésie et y revenir encore régulièrement, voire s'y réinstaller. Tellement c'est un pays qui prend au cœur. Et ben voilà, moi ça fait 43 ans aujourd'hui que j'y suis, et j'y suis bien. Et je regrette pas d'avoir chamboulé en fait mes projets du jeune étudiant parti au bout du monde. Donc aujourd'hui, tu vas nous faire rêver avec ce Amenka Talk. Je pense que la Polynésie, il n'y a pas que le soleil, les palmiers et les belles plages. Il y a de la gestion de patrimoine. Avant, comme dans l'émission Amenka Talk, on a l'habitude de faire tirer au sort un sujet. Pouvoir, c'est un échange. Alors, je rappelle que les sujets restent dans le domaine de la gestion de patrimoine, de l'investissement, immobilier, mais pas que. Et donc, je vais te demander de tirer au sort, parmi plusieurs sujets, celui qui t'intéresse. Allez, je prends celui-là. Pourquoi investir avec un conseiller? Au moment où on parle de CGP-IA, de consolidation, de clients qui ont accès à l'information, qui peuvent eux-mêmes investir, de plus en plus, on entend parler de ce qu'on appelle le B2C, donc on ne veut pas passer par un conseiller. Est-ce que le métier du CGP est un métier qui a encore du sens pour un client? Ma réponse est oui, parce que sinon, je n'y serais plus. Sans doute. Mais au-delà de ça, en fait, je pense que plus on avance et plus le métier de conseiller en gestion de patrimoine se justifie et devient indispensable. Alors effectivement, tu l'as mentionné, on assiste à beaucoup de choses. On assiste à des tentatives disruptives dans ce domaine comme dans d'autres. On assiste à des phénomènes de concentration qui, à mon avis, s'éloignent du modèle du conseil en gestion de patrimoine, enfin tel que je l'ai appris et tel que je l'exerce. On assiste à un certain nombre de choses, mais en même temps, on assiste également à une croissance importante, très importante,
du nombre de conseillers en gestion de patrimoine. C'est-à-dire qu'on a pu penser à un moment donné que le phénomène de concentration allait raréfier en fait le nombre d'acteurs. Et en fait, c'est l'inverse qui se pose, qui se passe. C'est vraiment très intéressant. Et pourquoi ? Parce que je crois qu'il y a une vraie demande, il y a un vrai besoin. Pourquoi ? On est dans un monde de plus en plus complexe. L'offre de produits financiers, elle est extrêmement large. Moi, quand j'ai démarré dans ce métier il y a une quarantaine d'années, bon, c'était relativement simple, je dirais, aussi bien sur les produits, qui étaient quand même assez standards et pas très diversifiés. Le cadre réglementaire était limité. Et je pense que les enjeux sur le plan économique, sur le plan climatique, sur le plan également géopolitique, absolument, n'étaient pas les mêmes. Or, aujourd'hui, on est clairement dans un monde extrêmement complexe, où on le ressent d'ailleurs, hein, nos clients, enfin, quand on découvre un nouveau client, les gens sont extrêmement perturbés. En fait, ils nous disent, on ne sait plus quoi faire. On ne sait plus quoi faire. Et donc, je trouve que dans un monde qui est hyper médiatisé, où tout le monde se sent obligé de donner son avis sur tout et n'importe quoi, y compris dans le domaine financier d'ailleurs, eh bien, on ressent une espèce de perturbation des gens qui ne savent plus finalement ce qu'ils doivent faire de leur argent, comment le faire. Et donc, ils ont besoin d'un guide, ils ont besoin de quelqu'un qui les accompagne. Et je trouve que ça donne d'autant plus de valeur à ce métier auquel nous sommes très attachés chez Cogep. Alors, tu as raison là-dessus, parce que les notions de risque, de réglementation aussi, qui surgissent, de risque, de volatilité des marchés, nécessitent probablement d'avoir des équipes qui sont aguerries. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes conseillers en gestion de patrimoine, mais on a besoin aussi de beaucoup d'expérience, de lecture, d'avoir vécu des cycles pour aujourd'hui pouvoir conseiller les clients. Mais moi, la question, c'est un insulaire, un tahitien, allez, on prend l'exemple, est-ce qu'il y a les mêmes besoins, les mêmes attentes vis-à-vis d'un conseiller expert du patrimoine qu'un métropolitain ? Comment aujourd'hui le client tahitien ou l'épargnant, voilà, quelles sont ses attentes ? Alors, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question, et dans ta question, il y a, tu as mentionné l'insulaire. C'est tout le sujet à mon avis. Pourquoi ? Alors, les attentes, elles sont un peu, je dirais, à la base, les mêmes que quand on vit en métropole, c'est-à-dire qu'avant tout, quand on va voir un conseiller en gestion de patrimoine, on veut qu'il nous aide à développer le patrimoine, à le gérer mieux, voire à nous aider à le transmettre, en fait. Hein. Et donc, puisqu'on est sur le temps long. Donc, il y a cette attente de valorisation du patrimoine dans les meilleures conditions possibles, en fonction de critères, évidemment, de profil de risque, de constitution de la famille, etc., des objectifs que la famille peut avoir à plus ou moins long terme. Donc ça reste, je dirais, peu différent de ce qui se passe en métropole. Par contre, il y a un biais en métropole qui est le biais fiscal, où dès qu'on parle de placement financier, de gestion de patrimoine, eh bien, la préoccupation numéro 1, c'est comment je vais pouvoir payer moins d'impôts grâce au placement que je vais faire. C'est pas aussi prégnant en Polynésie. La Polynésie a ce qu'on appelle l'autonomie fiscale, puisque c'est un pays d'outre-mer. Donc la fiscalité, elle est différente de celle de la métropole. Donc ce sujet, il est moins au cœur des préoccupations. Il existe, mais il n'est pas aussi prégnant qu'en métropole. Par contre, il y a parmi les sujets importants, il y a celui du risque climatique. Pourquoi ? Parce qu'on vit sur une île, ou sur plusieurs îles, et donc les gens sont particulièrement sensibles à tout ce qui peut provoquer la montée des eaux. Et donc, on sent au travers des préoccupations, je dirais, patrimoniales, qu'il y a un biais environnemental, et c'est logique, parce qu'ils sont directement concernés. Donc ils regardent dans les produits d'investissement, ils vont regarder la dimension qui préserve l'environnement. Absolument. Et alors, autre sujet, mais là qui tient plus au caractère insulaire, j'y reviens, c'est que, bon, par nature, quand on veut investir, on essaye d'investir dans ce qu'on connaît et un peu là où on est. Enfin,
au sens un peu large, en fait. Hein. La difficulté principale qu'on a, c'est que une grosse partie de la population est concentrée sur l'île de Tahiti. Tahiti, c'est une petite île, avec des activités économiques, certes, mais beaucoup moins que ce qu'on peut trouver sur un pays comme la France métropolitaine, par exemple. Et en fait, en termes d'investissement sur place, on va être extrêmement limité. Bien sûr, il y a la résidence principale, il va y avoir la résidence secondaire, donc tout ça, c'est de l'immobilier de jouissance, finalement. Mais en termes d'investissement... Tu dirais moins d'accès, finalement, à des solutions d'investissement? Oui, absolument, parce que au-delà de ces investissements immobiliers qui peuvent aussi toucher l'immobilier commercial pour une part, etc., eh bien, après, on est extrêmement limité. On n'a pas de possibilité, je dirais, autre sur place. Donc, qu'est-ce qui se passe? Par nature, l'investisseur polynésien, il a besoin de se diversifier, il a besoin d'aller voir au-delà de ses frontières. D'où la nécessité d'un conseiller. D'un conseiller, de l'accompagnement. Et quand on dit au-delà de ses frontières, il y a deux choses. D'abord, pour diversifier son patrimoine en termes de type d'actifs, c'est-à-dire aller faire ce que l'on propose, de l'assurance vie, du private equity, des valeurs mobilières, des valeurs refuges, pourquoi pas, qu'on ne peut pas faire sur place. Et d'autre part, dès qu'on parle diversification hors de nos frontières, on a une problématique de devise. Parce que la Polynésie française, je le rappelle, sa monnaie, c'est le franc pacifique. Oui. Hors de nos frontières, le franc pacifique n'a pas de signification. On arrive... Oui. Si j'arrive aux États-Unis avec des billets en franc pacifique, on ne me les prend pas. Voilà. Donc, c'est une préoccupation majeure. Une à la devise qui est importante. Alors, oui et non. Alors, je dis oui et non, pourquoi? Parce que le franc pacifique, il est arrimé depuis fort longtemps à l'euro. D'accord. Enfin, il était au franc français, et puis maintenant à l'euro. Et donc, on peut à tout moment changer ces francs pacifiques en euros, moyennant un taux de change fixe. Donc, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de fluctuation. Avec le dollar, globalement, on se retrouve... Absolument. Parce que je pense qu'il y a quand même une exposition sur le dollar. Vous êtes finalement assez proche du continent américain, j'ai envie de dire, un peu plus loin de l'Europe. Donc, il y a une... Aujourd'hui, on voit bien un métropolitain aller investir aux États-Unis. On a l'impression que c'est la complexité. Mais je pense que les Tahitiens sont assez habitués, finalement, à s'internationaliser dans leur investissement, non? Tout à fait. C'est ce que je comprends. Du fait de cette situation d'insularité, un petit caillou, entre parenthèses, au milieu du Pacifique. Donc, dès qu'on regarde ailleurs, on regarde États-Unis, on regarde Australie, Nouvelle-Zélande, voire Asie, et bien sûr Europe. Parce qu'en termes d'offres de produits financiers, dès lors qu'on est arrimé à l'euro, quand même, c'est beaucoup plus simple. Il y a une profondeur de marché que l'on n'aura jamais sur un territoire comme la Polynésie française. Donc nécessairement, il y a cette internationalisation qui est, un réflexe de base chez l'investisseur polynésien. Alors une question, Stéphane, un Tahitien aujourd'hui qui a accès à l'information, comme j'ai envie de dire tout le monde sur la planète, est-ce qu'il a une volonté d'aller investir seul? On entend parler de B2C dans notre jargon, de B2B, les sociétés de gestion s'ouvrent aussi directement à la clientèle en direct. Et quel est le comportement finalement d'un Polynésien versus un conseiller aujourd'hui? Alors, il n'y a pas de comportement unique, il y a en fait toute une palette de comportements. Il y a effectivement les jeunes générations, et on le sent, qui, grâce aux outils aujourd'hui disponibles sur Internet notamment, vont être tentés de faire des investissements tout seuls. Okay. Et je dirais que c'est plutôt bien, parce que ça a une vertu pédagogique. Ouais. Ils apprennent ce que c'est qu'un marché, c'est important. Ils voient qu'un marché, ça peut effectivement monter, ça peut baisser. Bien souvent, les secteurs sur lesquels ils se concentrent, c'est souvent les marchés financiers, les crypto-actifs. Okay. Voilà. Et ce sont des secteurs où on a quand même une forte volatilité,
alors qui peut attirer à un moment donné, et qui, au bout d'un moment, peut aussi fatiguer. Et puis, C'est là où ils reviennent. et c'est là où ils reviennent. Et puis, il y a d'autres comportements, bien souvent avec des patrimoines déjà plus établis, où on a une certaine complexité qui se met en place. On en parlait à l'instant, l'internationalisation, Ouais. quasi incontournable, la diversification par type d'actifs, donc avec, je dirais, des particularités importantes. On ne va pas sur le private equity comme on va sur les produits structurés, le nez au vent. C'est des produits qui sont techniques, qui demandent une certaine maîtrise, et là où il faut être accompagné nécessairement par un conseiller. La gestion, effectivement, les marchés sont très risqués, très volatiles, hein, comme tu le disais, et nous on le voit déjà dans ce qu'on fait, dans la gestion. Alors, on n'a pas le volet du conseil, parce que ce n'est pas notre métier, hein, c'est pour ça qu'on a assumé le côté très B2B dans nos démarches, parce qu'on estime que le conseil est un métier qui nécessite d'avoir une logique très globale, et le métier du gérant doit pouvoir gérer en fonction d'un sous-jacent, gérer le risque, le cycle, et le marché. Aujourd'hui, on parlait de CGPIA quelque part. La technologie est un outil, un vecteur d'amélioration. Je pense que toi, dans ton métier, tu dois l'utiliser énormément, mais ça ne gère pas encore, ou dans tous les cas, ça ne donne pas la sensibilité du risque, de la gestion du risque, de la volatilité par rapport à un portefeuille. Si je suis hyper fortuné et qu'à un moment, je veux investir 1 million dans un fonds, si ça représente 1% ou 0, quelque chose % de mon portefeuille, c'est pas grave. Exactement. Par contre, si je viens en pensant, parler encore avec des investisseurs qui me disaient j'ai tout mis dans la crypto, bon, oui, après ça dépend à quel endroit du cycle on est, mais tu l'as dit, ça peut revenir, on l'a bien vu, hein, le Bitcoin montait à plus de 100 000 $ et aujourd'hui aux alentours des 80. Donc on peut avoir des performances qui sont très négatives là-dessus, et c'est là où je pense, personnellement, et c'est le choix aussi qu'on fait, de dire qu'un conseiller qui accompagne, hein, je pense qu'il y a la logique du temps, c'est là où on peut se retrouver dans nos métiers, c'est que nous on joue le temps, je pense que vous accompagnez dans le temps, cet accompagnement dans le temps est, à mon sens, le vecteur de création de performance. Parce que quand on regarde un marché, il est très cyclique, du moins très cyclique, très volatile, mais c'est dans la durée qu'on voit les choses. Regardez récemment l'action Coca-Cola. Ceux qui l'ont acheté en 1976, c'est une pontification qui est comme ça. Par contre, quand tu dézoomes, enfin quand tu zoomes sur l'action, bah, tu vois qu'il y a un peu de volatilité, pas énormément. Donc c'est là, à mon sens, où le conseil, parce qu'il accompagne dans la durée, c'est pas un vendeur de produits, hein, excuse-moi le terme, mais effectivement, si c'est juste, bah tiens, vas-y, fais du private equity parce que c'est sympa, c'est pas ça le conseil. Je pense qu'il y a une dimension temporelle, non, parfois intragénérationnelle dans les familles. Alors toi qui accompagnes les familles, comment tu le ressens, ça? Comment je le ressens Ou du moins, est-ce que tes clients ont ces volontés d'accompagnement long? Ah oui. Ah oui, clairement, à partir du moment où ils sont, je dirais, acquis, disons, à l'accompagnement d'un conseiller en gestion de patrimoine, ils se placent volontairement dans le temps long. Et d'ailleurs, ils ne supporteraient pas de changer d'interlocuteur, j'entends l'entité, COGEP, je dirais tous les 2 ou 3 ans. C'est bien souvent d'ailleurs comme cela qu'ils arrivent chez nous, parce qu'ils regrettent que dans le monde bancaire, par exemple, les conseillers tournent. Et donc, ils passent 2 ou 3 ans avec un conseiller. L'intuitu personnel est important. Bien sûr, ils lui expliquent leur situation, etc., pour pouvoir justement avoir, je dirais, des conseils les plus avisés par rapport à leur situation. Et puis hop, on les change d'interlocuteur. Et bien souvent, le questionnement au départ, quand on rentre en relation, c'est « Ok, mais vous êtes là pour combien de temps ?» Voilà. Alors je leur dis, écoutez, voilà, COGEP existe depuis maintenant 32 ans, et puis on n'a pas l'intention de s'arrêter là. Et la meilleure, je dirais, une de nos plus grandes satisfactions, c'est
lorsque, au bout de plusieurs dizaines d'années, moi j'ai des clients qui nous suivent depuis l'origine, et ça crée des liens de 32 ans. proximité, ouais, voire plus. Ça crée des liens de proximité, ça crée des liens de confiance forts, nécessairement, puisqu'ils sont inscrits dans le temps. Et une de nos plus grandes satisfactions, c'est quand ils nous présentent leurs enfants, qui démarrent dans la vie professionnelle, et qui nous disent il faut l'aider à commencer à épargner. Voilà, donc il y a ce côté transgénérationnel qui est complètement dans l'ADN finalement du travail de conseil en gestion de patrimoine, puisque le conseil en gestion de patrimoine, quelque part, c'est la mémoire du patrimoine de la famille. Voilà. Et donc cet aspect-là des choses est extrêmement important. Et moi, je pense qu'au-delà sans trop philosopher sur la matière, mais au-delà de la transmission d'un patrimoine financier, quand tu parles de relations qui datent depuis 30 ans, je pense qu'il y a la transmission aussi des souvenirs de famille, Oui, des stratégies de famille, des histoires de famille, parce que je pense qu'il y a dû avoir aussi des histoires assez intéressantes, et c'est le métier du conseiller, finalement, comme je dis, qui connaît bien sa clientèle, suffisamment bien pour comprendre leur appréhension à un risque, à un placement, à une durée. Et donc, ça rend, alors, sur la Polynésie en particulier, mais d'un point de vue aussi très global, ça rend aussi le métier très important dans, certes, la construction d'un portefeuille et de performance, mais aussi dans la transmission des histoires de famille. Et c'est ce qu'on trouve, dans tous les cas, assez beau. Mais un conseiller en gestion de patrimoine, dans un environnement qui est assez large, entouré d'eau et d'océans, dans lequel, ce que j'ai compris, il n'y a pas trop de producteurs, de sociétés de gestion en l'occurrence, comment tu fais ton choix? C'est compliqué, parce qu'il faut aller sillonner. Alors, je pense qu'il y a des aspects réglementaires qui font que tu ne peux pas aller dans tous les pays, certainement, mais c'est quoi? On vit à l'heure métropolitaine quand on est à Tahiti, on se déplace beaucoup. Comment cette sélection se fait, finalement? Alors ça, c'est une bonne question, et c'est le cœur aujourd'hui de mon activité. Voilà, puisque bon, j'ai une équipe de collaborateurs CIF, conseillers en investissement financier, qui gèrent le patrimoine de nos clients. Et moi, je passe de plus en plus de temps, depuis maintenant un certain nombre d'années, à travailler justement sur l'offre COGEP. Et comme tu le dis, ben, ça suppose beaucoup de voyages, effectivement. C'est une des raisons de ma présence ici aujourd'hui. C'est beaucoup de voyages, c'est beaucoup d'entretiens avec des sociétés de gestion, parce qu'on ne se contente pas, je dirais, de la presse financière, on ne se contente pas des publications que l'on reçoit. Moi, j'aime bien rencontrer les hommes. Quand je dis les hommes, enfin, les hommes et les femmes, puisqu'il y a de plus en plus de femmes dans ce métier, et c'est une bonne chose, tout à fait. Mais j'aime bien savoir, finalement, au-delà de l'enseigne, au-delà des produits proposés, bon, avec des présentations un peu standards qui sont issues de la réglementation, qui est derrière? Et je trouve que c'est assez fondamental. Je ferai un peu un parallèle avec ce qui se passe dans l'industrie du private equity. Les gens qui travaillent dans le private equity s'intéressent de près, justement, à la gouvernance de l'entreprise et qui est à l'intérieur. C'est vrai. Et quels sont les objectifs et quelle est la personnalité, finalement, de ces humains. Et c'est vraiment important. C'est vraiment important pour nous parce que, quelque part, on est dans une chaîne de confiance. C'est-à-dire que nos clients nous font confiance pour les aider à le mieux gérer possible leur patrimoine. Pour ça, on fait appel à des outils. On fait appel à un certain nombre de produits. Et donc, il faut qu'on ait une confiance forte envers les sociétés de gestion avec lesquelles on travaille et qu'on évite tout ce qui est affichage, parce que, comme on le disait tout à l'heure, nous, on est dans le temps long. Ça veut dire que lorsqu'on préconise un produit, enfin nous, toi aussi bien sûr, nous sommes dans le temps long, et nécessairement, quand on préconise un produit, on va devoir, je dirais, le suivre, le monitorer, l'expliquer au client et lui rappeler régulièrement les intérêts de ce choix pendant longtemps. Donc, on ne peut pas se permettre, je dirais, de se tromper. Voilà.
Ou en tout cas, il faut éviter de se tromper le plus possible. Mais dans cette diversification finalement assez étendue, on voit, allez, si on prend les SCPI, il y a une vingtaine, quarantaine même sur les 3 dernières années. Si on prend les produits structurés qui à un moment avaient le vent en poupe, le private equity, et comment quand on est à l'autre bout du monde, on arrive à se retrouver dans cet écosystème. Donc tu parles finalement de partenariat avec des sociétés de gestion. Je pense qu'il y a dû en avoir qui ont été renouvelés, d'autres pas forcément. Mais comment on arrive à bâtir cette confiance? Ça prend du temps. Ça prend du temps. Aujourd'hui, comme je le disais, moi ça fait une quarantaine d'années que je suis dans ce métier. Donc finalement, on s'aperçoit quand même au fil des années et des décennies qu'on est dans une industrie qui est un petit monde où tout le monde se connaît. J'ai aujourd'hui des partenaires qui ont changé 2 ou 3 fois de structure et qu'on continue à suivre parce qu'on les connaît, parce qu'on connaît leurs valeurs professionnelles, on connaît leurs valeurs humaines. Il y a une sorte d'alignement d'intérêts entre le développement de leur activité et le conseil qu'on va rendre à notre client. Donc de l'éthique, voilà. finalement. Là, de l'éthique, tout à fait. Et là où on est extrêmement prudent, c'est qu'il nous faut auditer vraiment régulièrement ces partenaires pour savoir si on est toujours aligné, si on est toujours en phase, ou s'ils sont en train d'éloigner. C'est pas forcément toujours des mauvais placements, mais on sent qu'il n'y a plus d'alignement entre l'éthique du partenaire et la nôtre. Voilà. Eh bien, il nous est arrivé d'arrêter de travailler avec des partenaires. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain, parce que ce qui compte avant tout, c'est l'intérêt du client. Complètement. Donc, lorsqu'on décide de ne plus travailler avec un partenaire, on prend la décision, mais nécessairement, je dirais, le résultat final, c'est-à-dire d'arrêter toute relation, ne se fait pas en 48 heures, il va prendre du temps. Finalement, une société de gestion, un cabinet de CGP, on est dans le partenariat long. Je ne sais pas dans quelle mesure on peut dire que tu conseilles un client, et nous, non pas qu'on te conseille, mais dans tous les cas, on t'apporte les outils de ton conseil, donc on t'apporte ces outils qui vont te permettre de t'éclairer là-dessus, mais la chaîne, et tu l'as dit au tout début, est basée sur une relation de confiance. C'est quelque chose que nous, on a intégré dans nos codes de gestion, et ce qui fait que le côté très entrepreneurial de la société nous amène finalement à choisir un canal de partenariat avec un conseiller. Je trouve que c'est très important. C'est très important parce qu'on parle plus ou moins un jargon professionnel. Et toi, tu as toute la complexité, je suppose, de transformer ce jargon professionnel dans un jargon clair, transparent, adapté bien entendu au discours réglementaire, mais aussi qui est compréhensible d'un grand public, parce que je suppose que tu dois avoir des clients avec des grandes bases financières, tout comme tu as aussi des clients qui, comme tu disais, démarrent dans la vie, donc ont des moyens plus ou moins limités. Donc la compréhension, en fonction aussi du background d'un client, la compréhension, ça doit être une complexité t'es un peu le dictionnaire le chat GPT de temps moderne, qui non pas adapte le discours, mais dans tous les cas le transforme dans une logique qui est une logique compréhensible pour être sûr que le client, et je pense que c'est toute la complexité, je le vois même à titre plus ou moins personnel, c'est la complexité de comprendre ce qu'il y a dans un produit. Quand on regarde une fiche de produit structuré, par exemple, c'est pas donné à tout le monde de savoir, de comprendre les petites subtilités. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est ce que je répète à longueur de mois, d'années à mes collaborateurs, c'est gardez-vous d'utiliser un langage technique avec les clients. Ouais. Le langage technique, il est réservé aux professionnels, entre professionnels. Pourquoi ? Parce que ça va plus vite, parce qu'on gagne du temps. Mais dès lors qu'on est en face d'un client, on doit adapter en fait le langage pour que ce soit complètement compréhensible. Et ce que je dis également, ce que je dis aux clients d'ailleurs, n'investissez pas dans des choses que vous ne comprenez pas. Ça, c'est la meilleure règle. Ça me paraît extrêmement important. C'est une règle que je me suis appliquée à moi-même depuis très longtemps. Mais voilà, c'est très important. Et alors, justement, à ce sujet,
Une société comme MNK Partners, donc, qui a décidé vraiment de travailler en partenariat avec des professionnels, puisque Ouais, c'est vous ne vrai. faites pas de vente directe aujourd'hui, qui a décidé de travailler qu'avec des professionnels. Qu'est-ce que vous faites en matière de pédagogie pour justement aider les conseillers en gestion de patrimoine à mieux expliquer vos produits à leurs clients? Ce qu'on disait, c'est toute la complexité de la matière. Nous, on est des gérants, on est dans un monde professionnel, on a notre propre jargon, donc voilà, on va parler des valeurs de marché, on va parler de taux d'occupation, on va parler de vacances, on va utiliser des jargons, alors beaucoup d'anglicismes aussi, de yield, de compression, de trucs. Donc effectivement, on trouve qu'il est plus sain pour être sûr que le client a bien saisi la matière, il a bien saisi où il met son argent. Moi, je dis toujours à mes équipes, ce qui fait notre métier, c'est la confiance. Parce que l'argent de ces épargnants, c'est le fruit, je pense que tu le vis plus que moi dans tous les cas, mais moi je le vois à un niveau plutôt personnel et familial, c'est le fruit d'une expérience de vie, c'est le fruit d'un travail, parfois de douleur, de compromis. Donc on ne peut pas se permettre de dire « Ah, on n'a pas fait notre meilleur effort ». Alors, on peut se tromper, ça c'est la règle de base. Et donc, on noue des partenariats avec nos conseillers en gestion de patrimoine, avec les family office avec qui on travaille. Et c'est pour cela même qu'à un certain moment, quand on dit qu'on pilote la collecte, le pilotage de la collecte, alors certes c'est pour la performance du fonds, mais avant tout c'est pour garder cet aspect très partenariat avec nos conseillers. Finalement, on se choisit mutuellement et on s'accompagne sur le long terme. Quand je regarde MNK aujourd'hui, depuis 8 ans d'existence, on n'a quasiment perdu aucun de nos conseillers partenaires, et les plus historiques, et tu en fais partie, continuent à nous accompagner. C'est-à-dire qu'on vit les choses ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On débat beaucoup, on échange beaucoup, on joue la transparence, pas juste le reporting. Alors, le reporting envoyé au client, bien entendu, celui-là, il est transmis, mais ça ne suffit pas. On a besoin d'exprimer la gestion, les cycles. Quand on a lancé le modèle quantitatif, on est venu le présenter à tous nos partenaires pour leur expliquer pourquoi on a fait cet investissement, quel est l'intérêt de le faire. On leur a même montré, on leur envoie de plus en plus d'informations, on fait des webinaires. Donc on est disponible aussi, et dans l'accompagnement, entre guillemets, de vente, parce qu'il y a toujours une vente, on reste des sociétés, les gérants chez MNK sont toujours présents dans la vente, parce que on ne vend pas de produits, c'est un métier à la base. Et la confiance, c'est je fais confiance, et tu l'as dit, confiance à un être humain, de bien faire son job, dans tous les cas de mettre tous les moyens nécessaires pour faire créer une performance. Le risque dont on parle, là, celui-là, il est pris par un gérant, mais il est aussi pris par le client. Donc je pense que cette proximité qui se crée doit être assez forte. Et elle se bâtit avec le temps, elle se bâtit avec des discussions. Nous, on regarde beaucoup d'échanges avec nos partenaires historiques ou même récents qui nous disent « Ah bah tiens, là, il faudrait que tu fasses ça, c'est peut-être sympa parce qu'il y a une attente de marché. » Donc, vous êtes un peu le baromètre pour nous. Hein. Vous êtes un peu, on va pas dire la boussole, parce qu'on est censé être indépendant dans nos décisions, et ce qui est le cas, mais vous êtes un peu le baromètre de savoir. Moi, je me dis toujours, ça sert à rien de faire le meilleur produit au monde s'il n'est pas vendable ou s'il n'est pas accepté par un marché. Donc, on a aussi besoin de cette relation dans les deux sens. Moi, il m'arrive d'avoir des partenaires qui m'appellent en me disant « Tiens, il faut que tu rencontres le client parce qu'il y a une question très technique, ou derrière, tout simplement, il veut voir à qui il confie, in fine, son argent. » Voilà. Donc, ces relations de partenariat sont très fortes, et c'est pour ça que le choix stratégique du B2B a été fait. C'est que, bien entendu, on pourra aller sur de la vente en direct qui nous permettrait, je ne sais pas trop si on gagnerait plus ou pas, mais je trouve qu'à long terme, c'est moins sain que de se dire on va avancer en partenariat, parce que quand tout va bien, Stéphane, je pense que tu en as vécu des cycles, quand tout va bien, tout le monde est content, mais quand ça ne va pas, il faut que quelqu'un parle au client. Et ça, c'est la base, finalement, de notre décision stratégique. Bien sûr. Finalement, on pourrait dire que le conseil en gestion de patrimoine, c'est un peu un rempart contre, justement, ce côté émotionnel. Ouais. Voilà. Et oui, bien sûr, c'est quelque chose que l'on essaie de faire au quotidien.
afin de rappeler à nos clients les fondamentaux, pourquoi ils ont fait ce type d'investissement, sur quel espace de temps, sachant qu'on est souvent dans le temps long, voire très long, de rappeler les objectifs qui permettent justement de replacer les choses dans leur contexte, parce que bien souvent, si le placement a été fait il y a 4 ou 5 ans, on oublie le contexte de base. Donc rappeler le contexte, expliquer pourquoi. Et il y a des mouvements, alors c'est souvent sur les mouvements baissiers qu'on est sollicité, mais qu'est-ce qui se passe véritablement et qu'est-ce qu'il convient de faire. Voilà. Et est-ce qu'on conserve la stratégie? Oui, non. Bien souvent, bien sûr, on la conserve. Mais avant tout, on a un rôle aussi pour rassurer les gens. Justement, pour éviter que l'émotionnel prenne le pas sur quelque chose de rationnel qui a été posé au départ, c'est-à-dire la stratégie patrimoniale qu'on a mise en place. J'ai un exemple en tête qui va te parler, les SCPI. Typiquement, avant 2022, il suffisait de lire beaucoup de médias, de presse notamment, dites spécialisées. Les SCPI devenaient, je dirais, le nouveau produit absolument génial, enfin le produit quasi miracle, quoi, hein. Tout début 2020. On assiste à une remontée des taux brutale et importante en amplitude. Évidemment, ça déprécie les actifs immobiliers. Et là, qu'est-ce qu'on lit? Il ne faut plus investir en SCPI, finalement, c'est une catastrophe, etc., etc. Il faut se mettre à la place d'un client. Alors évidemment, en tant que professionnel, on a des outils pour justement analyser tout ça et dire, bon, bah, ça c'est du bullshit, et voilà ce qui se passe véritablement, et voilà vers quoi on va. Mais on est tellement bombardé d'informations en permanence que quand on n'est pas un spécialiste de l'investissement, eh bien, on lit des choses comme ça, et ben, bien sûr, ce qui est écrit en général, ben, c'est vrai, hein, d'accord? Ou en tout cas, ça a l'air de l'être. Et les gens sont déboussolés, ils ne savent plus ce qu'il faut faire. Et ça, on le ressent hein, chez nos clients, en fait. Hein. Et les clients qu'on a depuis longtemps, qui ont investi en SCPI depuis 10 ans avec nous, et qui voient se passer un phénomène de ce type-là, ils ont compris, on leur a expliqué déjà, on a pris le temps d'expliquer comment fonctionnait le produit. D'où l'intérêt aussi hein, de passer par un conseiller en gestion de patrimoine et non pas acheter un produit comme ça sur Internet sans savoir ce que c'est, comment ça fonctionne, etc. Eh bien, les clients qu'on a depuis longtemps sont beaucoup plus sereins face à des accidents de marché que quelqu'un qui, voilà, qui Tu as complètement raison là-dessus, et je trouve que ne pas paniquer quand les marchés baissent, ne pas créer l'euphorie quand les marchés partent dans tous les sens, c'est une bonne chose finalement, surtout quand on est sur un temps qui est long, dans un environnement d'hyper-risque. Et ce que je retiens aussi, et merci pour le soleil de Polynésie que tu apportes aujourd'hui, c'est que finalement les besoins des Polynésiens sont finalement les mêmes, voire plus complexes que les problèmes des métropolitains, parce que plus international, plus d'exposition, plus de devises. Stéphane, merci beaucoup. Merci Mansour. Pour cet échange très intéressant. Merci à tous de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à très bientôt pour un prochain épisode de MNK Talk.